Bonjour, mon nom est Abdul Karim Bandé. Euh, je suis invité à cette émission Mon Histoire. Donc je vous raconte mon histoire. C'est vrai que c'est une histoire aussi ordinaire que celle des autres. Mais l'espérance que j'ai, c'est qu'elle puisse inspirer, qu'elle puisse conduire. Parce que ma vocation à moi, en tout cas, depuis que j'ai rencontré quelqu'un dont je vous parlerai à la fin, ma vocation à moi est de banaliser le succès, d'aider les hommes et les femmes à réussir. J'ai choisi que ma vie soit une lanterne, qu'elle puisse éclairer, être un phare pour ma génération et pour des générations certainement après moi. Qui je suis? Oui, un individu comme tous les autres, lambda. Je suis né à Abidjan, dans une famille polygame. J'ai 15 frères et sœurs. J'ai un père extrêmement intelligent, une mère très dynamique, très combattante, et puis un tas de frères et de sœurs, comme je dis. Je suis le troisième de ma famille, le seul garçon. C'est un détail important parce que mon premier petit frère, il doit exister à peu près 16 ans ou 15 ans entre lui et moi de différence. Donc je suis resté seul garçon dans une famille polygame pendant plusieurs années. Et vous savez un peu ce que c'est qu'une famille polygame en Afrique. Et du coup, j'ai eu une enfance spirituellement difficile qui était parsemée de beaucoup de défis. Je me souviens comme ça d'une période, je suis tombé malade pendant 3 mois et on ne savait pas ce que j'ai. J'ai eu d'autres périodes où, durant l'enfance, j'ai fait 2 semaines, 1 à 2 semaines sans fermer les yeux. Et tous les nuits, c'était des poursuites, c'était des combats. Peut-être qu'il y a des gens qui se retrouvent dans la même situation que moi. Et puis plus tard, en grandissant, c'était vraiment une enfance joyeuse, c'est vrai, d'apparence, mais intérieurement vide. Parce que j'ai grandi sans ma mère, ce qui a produit beaucoup de frustration en moi. Parce que les questions familiales avaient fait en sorte qu'elle et mon père soient séparés. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien. Alors j'ai grandi comme ça à Abidjan, avec une vie normale. Je suis passé au CP1, élève moyen, j'ai passé mes classes. Et à partir de la seconde, parce que j'avais vraiment pas d'ambition, hein, je bossais juste ce qu'il fallait. J'avais pas d'ambition. J'arrive, j'ai mon BPC, mon père n'y croyait même pas. Il m'a même dit ce jour, quand je suis venu lui annoncer qu'il allait tuer un margouilla, tu vois les lézards là, parce que je bossais jamais, j'étais vraiment paresseux. Et puis, il s'est agi en second de me faire voyager en Europe. Et à cause de ce voyage-là, je n'étudiais plus. Déjà, moi-même étant paresseux dès le départ, et puis on vient encore te dire que tu iras en Europe. J'ai dit, bon, bah, donc moi, j'ai plus rien à faire, quoi. Moi, je suis partant. Et comme ça, j'ai échoué en seconde. Et puis, comme j'avais aucune ambition, et mon père le voyait tous les jours, il m'a dit, ben, vu que tu ne veux pas aller à l'école, reste à la maison. Et puis après, je suis revenu en première, en jour. Et puis, je suis arrivé en terminale. Et arrivé en terminale, encore, on m'a ressorti le même dossier. Ah, voilà, tu vas aller en Europe, rejoindre ta mère qui vit en Italie. Et là encore, j'ai dit, ben, plus besoin d'étudier, quoi, puisque moi, je pars. Et puis, il y avait un vent d'année, comment ça s'appelle ce truc-là? Un vent d'année blanche qui soufflait à l'époque en Côte d'Ivoire. Et nous, on espérait dans l'année blanche, quoi. Là, s'il y avait l'année blanche, tu vois, on n'avait plus besoin d'étudier, c'était justifié. Et puis, il n'y a pas eu année blanche. Puis, j'ai échoué au bac à 1 point. Et à partir de ça, encore, je suis resté à la maison 1 an. Et ma mère est venue me voir un jour dans cette situation. Elle a dit, mais attends, si ce jeune homme-là, il reste là, il est foutu. Et c'est comme ça qu'elle m'a pris comme un colis, elle m'a envoyé à Ouagadougou. Je me retrouve à Ouaga dans la même dynamique d'aller en Europe. Et puis, c'est tout aussi compliqué. Et c'est là que dans cette difficulté à manger, difficulté à fumer, parce que je fumais à l'époque, à boire, à me donner les plaisirs que j'avais aisément, je ne pouvais plus me les acheter. Et il fallait marcher dans la poussière. Ouaga sans chat, il y en a qui vont se reconnaître là, c'est la galère. Et c'est cette galère justement qui m'a emmené, avec les conseils de ma soeur, hein, parce que j'avais des projets tellement petits. Et ma vie à Ouaga étant un peu plus difficile, je décide à un moment donné de repartir à l'école. Et je remercie ma soeur au passage parce que si elle m'avait accompagné dans mes choix précédents d'être propriétaire d'un vidéoclub ou d'être chauffeur de taxi ou de gérer un kiosque, je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais c'était quand même un peu réducteur comme ambition. Quand je vois aujourd'hui la vie que j'ai, tout ce que je peux faire encore, c'était vraiment réducteur. Et puis j'ai décidé de repartir à l'école. J'ai mis de côté cette idée d'aller en Europe. Et je vous assure que j'ai été un étudiant très différent. Un étudiant particulièrement, en tout cas dynamique, apprécié. Et puis bon, voilà, après mon BTS, 1 mois après, juste, j'ai commencé mon stage. Et je n'ai plus jamais arrêté de travailler, hein. Et c'est comme ça que je rentre dans la vie professionnelle. Après
Après l'école à peine, après un mois simplement, j'ai commencé un premier stage. Après, ça a été un emploi. Je suis passé à une autre entreprise, ainsi de suite. Et je me suis retrouvé finalement dans ce que j'aimais faire. Parce que j'ai dit à mes amis que je voulais enseigner. Mais je n'ai pas commencé comme enseignant, j'ai commencé comme vendeur d'assurance. Après, je me suis retrouvé dans le domaine des appels d'offres. Et puis finalement, Dieu a ouvert une porte. Et je me suis retrouvé, grâce au témoignage d'une amie et d'un de mes professeurs, je me suis retrouvé dans un cabinet faisant ce que j'aimais, ce que j'avais toujours voulu faire. Et puis bon, dans ce parcours-là, je me suis intéressé beaucoup au développement personnel. J'étais payé à 25 000, c'était vraiment pas grand-chose. Mais j'y allais avec tout le cœur, j'avais vraiment de la passion. Moi, les ressources que mes parents me donnaient chaque fin du mois, surtout ma mère, dépassaient largement ce qu'on me payait comme salaire. Mais j'y mettais mon argent, j'y mettais mon cœur et ma passion. Mais j'avais un problème, j'avais une question. Je n'avais pas de paix. Car je vous dis, je n'avais pas de paix. J'avais du mal à dormir la nuit. Et j'imagine qu'il y a plein de personnes qui sont comme moi. Je me posais des questions existentielles. Où va ma vie? Qu'est-ce se passera-t-il après ma mort? Est-ce que même c'est réel? Est-ce que tout l'effort que je fais payera? C'est vrai, je me battais, mais je n'étais pas en paix. J'avais constamment cette question à l'esprit. Et j'ai eu, aujourd'hui je lis ça avec ce que je vous dirai par la suite. J'ai eu une première expérience. Cette expérience-là, ça m'a permis d'arrêter de fumer. Je travaillais dans une entreprise, c'était mon deuxième emploi. J'étais payé à 65 000 et puis après à 82 000. Et puis, j'avais un collègue qui vraiment m'emmerdait beaucoup. Et puis un jour, il m'a sérieusement énervé. Et j'étais sur le point d'aller, si vous voulez, en tout cas, me plaindre au niveau du directeur. Mais j'ai été pris d'une compassion pour lui parce que j'étais convaincu que si j'allais, en tout cas, me plaindre, il risquait d'être envoyé. Et j'ai eu tellement pitié de lui que mes larmes ont commencé à couler. Devant lui, j'ai dit non, ça, je ne peux pas laisser mes larmes couler devant lui. Donc, je me suis excusé, je suis parti, quoi. J'ai arrêté le débat, je me suis excusé. Et en route, c'était à Dapoya. J'arrivais vers l'école de douane, mais je ne pouvais pas tenir, tellement mes larmes coulaient. Je ne comprenais pas ce sentiment nouveau. Comment moi, comme ça, qui était très indifférent, j'avais autant de compassion pour quelqu'un. Et du coup, je n'ai pas compris. Mais 3 jours après, tout au plus 5 jours après, comme ça, j'ai arrêté de fumer. Et je n'ai plus jamais fumé jusqu'à aujourd'hui. Et je comprends que c'est quelqu'un qui agissait dans ma vie. Et puis, c'est là que j'ai rencontré aussi le développement personnel, comme je disais, qui était ce questionnement que j'avais. Et je suis arrivé à une conférence sous l'insistance d'une amie. Et ce jour-là, le monsieur, il développait l'image de soi. Et c'est une personne qui m'a énormément influencé dans ma vie. Et du coup, c'était comme des réponses à des questions que je me posais depuis. Et ma passion pour le leadership et le développement personnel a commencé. Je me suis mis dans une quête, dans une recherche permanente. Mais ce que je veux dire à tous ceux qui me suivent maintenant et qui m'écoutent, votre quête de développement personnel, votre quête de leadership va vous emmener toujours à faire un choix spirituel. Parce que ça, on ne le dit pas souvent, très clairement. Derrière le leadership, derrière le développement personnel, se cache la spiritualité. Et j'ai dû faire mon choix à moi. Comment c'est arrivé? Il faut dire qu'à un moment donné, je donnais des cours. Et je me rappelle que j'enseignais un cours de technique de vente, comment vendre, prospection, négociation. Et je disais à mes étudiants, si tu veux devenir un bon vendeur, il faut suivre le pasteur Karambiri. Parce que je le suivais tous les jours. Et puis je trouvais que bon, voilà, c'était pas un gars qui croyait en Dieu, peut-être qu'il connaissait même pas Dieu. Parce que je ne croyais pas moi-même vraiment à l'existence de Dieu comme ça. Et je disais que non, ce monsieur-là, certainement, il racontait des histoires aux gens. C'est juste qu'il sait vendre, il sait communiquer, c'est un bon vendeur. Et je disais à mes étudiants qu'il est le directeur commercial de Dieu. Et que s'ils veulent apprendre à vendre, qu'ils le suivent. Et moi-même, je finissais de dire ça et je courais le suivre et l'écouter sur SMTV à l'époque. Et je le suivais, je le suivais. Et il a commencé à me rassurer. Parce que j'avais une mauvaise opinion des protestants. Et j'avais aucune envie d'être comme eux. Mais lui, par contre, il me rassurait. Et c'est comme ça qu'un jour, je me retrouve dans une mission, sans avoir demandé la permission dans l'entreprise où j'allais. Il y a un cabinet qui m'a demandé de venir animer un séminaire pour lui à Bamako de formation. Et puis j'ai quitté l'entreprise comme ça, j'ai disparu sans prévenir personne. Et le voyage était tellement difficile. Déjà à l'aller simplement, j'ai dit, ça est-ce que je vais m'en sortir? J'ai dit, mon Dieu, je te confie ce voyage. Et puis au retour, on est arrivé à Ségou, dans le cas où j'étais. Le chauffeur s'arrête, je lui dis que je veux me soulager. Il me dit de ne pas descendre, d'attendre la gare. Mais durant peut-être près de 20-30 minutes, il s'arrête, il prend des gens. Il me dit, moi, de ne pas descendre, me soulager. J'ai dit, mais si tu t'arrêtes encore, je descends. Il me dit, si je descends, lui, il partira. Et il s'est encore arrêté, il a pris des gens. Et je suis descendu. Et il est parti me laisser là, à Ségou. Je ne comprends pas Djoula, je ne connais pas la ville, rien. Et j'ai dit, j'ai été pris d'une colère comme ça. Mais comme j'étudiais le développement personnel, comme j'étudiais le calme, la pensée m'est venue, calme-toi. Donc je me suis calmé.
Et après m'être calmé, j'ai dit à Dieu, bon, si tu me sors d'ici là, moi, je vais aller à l'église. OK. Et puis, il y a un taxi-moto qui venait. Et quand le taxi-moto est arrivé, je l'ai arrêté. J'ai dit, je cherche la gare. Je donnais le nom de la compagnie. Et puis, c'est là qu'il m'a pris, il m'a déposé dans une rue. Il m'a dit, bon, passe là et tu auras la compagnie. Et quand j'ai pris la voie, je vous assure que le chauffeur avait déjà démarré en train de foncer sur Bobo Dioulasso. Et il s'est arrêté. J'avais vraiment l'idée de le cogner, quoi. Mais quand je suis monté, je lui ai juste dit, merci, je suis allé m'asseoir. Et puis, c'est lui qui faisait les réservations. Parce que, comme j'ai dit, j'ai été absent toute la semaine au bureau. Et mon souhait était au moins de venir au bureau au moins le samedi. Pour qu'on n'ait pas trop à redire sur mon absence, quoi. Parce que je n'ai même pas demandé de permission. Et c'est là qu'il faisait les réservations de ceux qui voulaient continuer de Bobo à Ouaga sur TCV. Parce qu'il travaillait en collaboration avec TCV. Mais comme il m'a énervé, je ne voulais rien lui demander. Et donc, du coup, j'étais là, j'ai dit à Dieu, en tout cas, moi, je vais rentrer à Ouaga. Et je veux pouvoir être au bureau samedi. Je vous assure qu'à l'époque, TCV était tellement chargé qu'il y a 7 ans en arrière, hein, donc imaginez, 8 ans en arrière, 8 ans, 9 ans en arrière, et il y a eu une seule place qui s'est dégagée. C'est-à-dire, quand vous montez dans le bus TCV, la place au fond, là, en face du couloir, c'est cette place-là qui s'est dégagée. Et c'est comme ça que j'ai pu arriver et que le samedi, j'ai été au bureau. Et j'avais promis à Dieu, s'il me sortait de la situation, je serais allé à l'église. Mais le dimanche, je ne suis pas allé à l'église. Vous voyez, l'homme a une mémoire courte. Hein. Et puis, je ne suis pas allé à l'église. Et certainement, beaucoup ont pris des engagements comme ça avec Dieu et puis ils n'ont pas respecté. Et la semaine qui a suivi, j'ai reçu une lettre. Une lettre, c'était marqué confidentiel.